Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés à ce webinaire qui va être consacré à Azure Sentinel. Donc, ce webinaire sera animé par Clément, qui est également connecté. Juste avant, je ferai juste une petite présentation de Métis et je vous donnerai aussi quelques informations concernant le déroulé de ce webinaire. Tout d'abord, donc, concernant Métis, Clément, si possible de passer diapositive suivante. Donc juste pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc Métis est une entreprise de conseil et d'intégration de solutions Microsoft qui a 10 ans d'existence et qui aussi fait, en tout cas, qui fait travailler 300 consultants et experts certifiés, à travers la France, puisque effectivement, on a un ancrage très fort et une proximité avec nos clients. Effectivement, on a 10 agences à travers la France, dont 3 qui ont été créées l'année 2020. Et on accompagne nos clients dans toutes les phases des projets de transformation, de la conception à la réalisation et jusqu'à l'exploitation des infrastructures, mais également la gestion des opérations de sécurité, puisqu'on a également ce qu'on appelle un SOC, ou un Security Operational Center également, qui permet à nos clients d'externaliser la gestion de sécurité. Métis est également un partenaire clé de Microsoft, puisqu'on a 16 domaines de compétences Gold et 2 Silver, qui couvrent pratiquement tout le catalogue Microsoft. Et on a également des spécialisations avancées, puisqu'on accompagne nos clients dans la modernisation de leur application, dans la migration de leur infrastructure, mais également dans l'accompagnement au changement et la sécurisation des données et la définition de gouvernance. Et dans ce sens-là, on accompagne nos clients dans 5 domaines clés. Donc, dans la cybersécurité, d'ailleurs, c'est l'objet de ce webinaire, mais également dans tout ce qui va être business platform, avec entre autres la Power Platform de Microsoft, dans le domaine de la Digital Intelligence and Data, pour la modernisation des plateformes de données et surtout la valorisation des plateformes de données, mais également dans les domaines du poste de travail et des infrastructures, entre autres aussi avec la plateforme cloud de Microsoft, qui est Microsoft Azure. Effectivement, on intervient, comme je disais tout à l'heure, dans tout le cycle des projets de transformation, de la conception à la réalisation jusqu'au maintien en conditions opérationnelles via notre centre des services managés, mais également notre SOC qui permet à nos clients d'externaliser la gestion opérationnelle de la sécurité. Je vous propose de passer au vif du sujet. Je passe la parole à Clément de notre côté pour vous présenter le sujet d'aujourd'hui qui est Azure Sentinel as Code. Du coup, Clément, à toi la parole pour la suite. Oui, merci pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clément Bonnet, consultant en cybersécurité chez Métis, et je suis également MVP sur la partie Azure depuis 2020. Et donc, pour résumer mon activité, je travaille essentiellement sur les solutions de sécurité cloud de Microsoft, donc tout ce qui va être les services, tout ce qui vont être les services liés à Microsoft 365 E5 avec Defender for Endpoint, Defender for Identity, etc. Mais également du coup sur des services directement intégrés sur Azure comme Azure Sentinel qui est l'objet aujourd'hui de cette présentation. Pour contextualiser un petit peu, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce sujet? C'est parce que donc Azure Sentinel, qui est un SIEM, on le verra juste après, c'est une solution qui est assez dense et qui, lorsqu'elle doit être gérée au quotidien, doit être suivie et doit être standardisée pour pouvoir répondre au mieux aux menaces de sécurité, aux cybermenaces. Hop, voilà. Donc au programme aujourd'hui, tout d'abord, je vais essayer d'être assez rapide en présentant Azure Sentinel pour qu'on parte tous sur une base de connaissances qui soit commune.
Ensuite, on parlera un petit peu d'infrastructure as code. Donc, je précise que l'infrastructure as code, moi, ce n'est pas du tout mon cœur de métier, mais dans le cadre de cette présentation et dans le cadre de ce que j'essaie de mettre en place chez les clients et également chez Med6, pour moi, l'infrastructure as code est un moyen, en fait, pour, comme je le disais juste avant, répondre à des menaces de sécurité au travers du déploiement de solutions comme Azure Sentinel. Donc, on regardera, on verra un petit peu à quoi ça correspond. Et pour finir, bien, le cœur du sujet, ce sera Sentinel as code, donc la combinaison d'Azure Sentinel et de l'infrastructure as code. Donc, dans un premier temps, c'est Microsoft qui nous le dit dans la documentation. On nous dit bien que Microsoft Azure Sentinel est un CIEM et un SOAR. Donc un Security Information Event Management et Security Orchestration Automated Response. Et on va voir ce que c'est de manière très simple. En prenant l'exemple d'un environnement ici, donc un environnement quel qu'il soit, on va dire un environnement Azure, où on va avoir un ensemble de solutions qui vont être déployées, et sur ces solutions, on va essayer d'amener de la sécurité via des services comme Azure Security Center, et ces services de sécurité vont générer des alertes. Donc là, on est dans un cas très très simple où supposons que vous êtes uniquement, votre système d'information est uniquement composé de technologies Azure. Maintenant, avec le temps, on aura tendance à avoir des environnements qui sont un peu plus variés. Donc on peut ici supposer qu'on a Azure, AWS et OCI. Et donc on va avoir des solutions de sécurité sur chacune de ces solutions qui ne seront pas mutualisées en fait, et on va avoir une certaine hétérogénéité de ces environnements. Et pour autant, lorsqu'on se fait attaquer par une entité, eh bien c'est tout ce système d'information qui est attaqué. C'est pour ça que la corrélation de ces différentes alertes va être importante pour pouvoir répondre au mieux aux menaces. Et donc l'idée en fait, ça va être de mettre Azure Sentinel en tant que CIEM, ici en tant que Security Incident Event Manager. L'objectif, ça va être de le mettre au centre de tout cet environnement et de réunir les alertes en un seul point central, d'une part pour le monitoring, d'autre part pour l'apport de corrélation, et donc ensuite pour répondre au mieux à la menace. Et en fait, comment est-ce qu'on répond à la menace? Ça va être avec la fonctionnalité de SOAR, donc Security Orchestrator and Response, qui va nous permettre de déclencher des traitements plus ou moins automatisés afin de répondre aux différentes alertes que l'on voit ici. Donc typiquement, si je prends un exemple très simple, on détecte ici une tentative d'attaque par brute force sur, disons, cet environnement-là. Donc c'est cet environnement-là qui va nous remonter l'information. Azure Sentinel qui va voir à partir de ces informations qu'il y a effectivement de quoi être alerté ici. Et pour répondre à cette alerte, eh bien, Azure Sentinel va déclencher un traitement automatique qui va consister à interagir avec cet environnement-là, notamment par exemple en bloquant l'adresse IP source qui essaie de faire, qui tente de faire un brute force. Donc voilà pour le principe de CIEM qui permet de faire la collecte, et le principe de SOAR qui permet de répondre aux alertes que l'on aura déclenchées grâce aux informations collectées. Donc à l'intérieur de Azure Sentinel, pour parler un petit peu plus spécifiquement d'Azure Sentinel, on va avoir plusieurs types de ressources. On va avoir des workbooks qui sont les fameux dashboards qui nous permettent de voir le top des utilisateurs suspects, par exemple, en se basant sur les logs qu'on aura collectés. On a ensuite les hunting queries, donc qui sont des requêtes qui permettent d'aller interroger les logs et de détecter des choses étranges à l'intérieur de ces logs. On a des connecteurs, bien sûr, puisque les connecteurs vont être à la base du fonctionnement de Sentinel, puisqu'ils vont permettre de collecter des données de différentes sources. Nous avons ce que l'on appelle à l'intérieur d'Azure Sentinel des règles de détection automatique, donc c'est appelé Analytics dans Azure Sentinel. Donc ce sont des règles de détection comme les hunting queries qui vont être jouées de manière périodique afin de, à n'importe quel moment, être capable de détecter des comportements suspects et ensuite de générer des alertes. Nous avons également une partie que l'on appelle Automation, qui va consister à automatiser la gestion des incidents, donc de modifier la sévérité de l'incident, d'affecter un incident, de modifier le statut d'un incident.
Et pour finir, nous avons les Logic Apps, qui sont appelés Playbook dans le contexte de Azure Sentinel, mais le service Azure qui est derrière, c'est bien le service Logic Apps. Et donc c'est ce service-là qui implémente en fait la fonctionnalité de SOAR et qui va permettre de répondre aux menaces de manière automatisée. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va quand même aller faire un tour sur Azure Sentinel rapidement pour que l'on parte tous sur la même base de connaissances et on va voir les éléments que j'ai présentés. Ça sera important pour la suite. Donc je suis sur un environnement de test. Voilà. Alors j'ai un écran assez large, je vais peut-être zoomer un peu, ce sera peut-être plus confortable. Hop. Donc ici j'ai un environnement qui est un environnement de test, donc les informations que l'on y voit ne sont pas nécessairement cohérentes, mais ça ne va pas être l'objet de cette présentation. Ce que l'on va faire, c'est que tout d'abord je vais aller dans la partie configuration pour montrer quelles sont les données qui sont connectées. Donc j'ai connecté mon Azure Active Directory qui va me permettre d'agréger dans Azure Sentinel eh bien, les différents logs de connexion, par exemple. J'ai des événements de sécurité qui vont me permettre de collecter les logs des différentes machines virtuelles ou machines tout court en fait, puisqu'on peut, via ce connecteur-là, intégrer des machines qui soient hébergées sur Azure, des machines virtuelles donc, ou bien des serveurs réels qu'il y aurait on-prem, et ça se passerait via l'installation d'un agent. Donc ici, dans la prévisualisation de ce connecteur, déjà il est en vert, donc je vois qu'il est connecté, et je vois surtout qu'il y a des données ici qui remontent, et c'est ce que l'on peut voir aussi dans la partie Overview, où on voit ici que j'ai ma source de données Security Event, eh bien, qui génère beaucoup d'événements, et également beaucoup d'alertes. Donc, on va à partir de ces données être capable de créer des règles de détection. Donc je vais prendre celle-ci pour l'exemple, RDP Brute Force Detection on Windows VM. Donc ça va permettre de détecter les attaques par brute force sur les différentes machines virtuelles. Donc on a quelques caractéristiques générales qui vont permettre de définir cette règle, et on a surtout une requête ici en KQL, donc c'est le langage de requête des logs de Azure Sentinel, donc pour Kusto Query Language. Hop. Comme ça, comme ceci. Et donc ici, on a une requête qui est très très simple et qui va nous permettre de regarder ici les événements d'authentification ratés. À partir de ça, on va pouvoir créer de l'intelligence en disant que eh bien, la colonne computer qui va être renvoyée en requêtant la base de données des logs, on va l'associer à une entité de type host. Et comme ça, en fait, Azure Sentinel va pouvoir construire une intelligence, et partout où on aura un host qui correspond à ce computer, eh bien, on va pouvoir faire de la corrélation entre les différents événements, avoir un cheminement de toute l'activité de cette machine, etc., etc. Donc on a ensuite quelques paramètres concernant l'agrégation ou non des incidents, puisque si lorsqu'un incident, si j'ai 50 tentatives d'authentification ratées en l'espace de 5 minutes, et 5 minutes plus tard j'ai également 50 tentatives d'authentification ratées, est-ce que ce serait pas mieux que je décide de lever un seul incident pour cette tranche de 5 minutes à chaque fois? Enfin, pour réunir en fait les événements qui sont similaires. Donc c'est ce que permet de configurer cette partie-là. Et ce qui m'intéresse également, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec la fonctionnalité de SOAR. Donc là, pour la réponse, c'est d'une part l'automatisation de l'alerte, où on va être ici en capacité de déclencher différents playbooks, donc différentes logic apps, et d'autre part l'automatisation, où on va pouvoir dire que si l'alerte qui a été levée est de sévérité haute, alors je décide de l'affecter à l'équipe de niveau 3, par exemple. Hop. Et je vais juste annuler ça, c'était pour montrer un petit peu comment se constitue un objet Analytics. J'ai aussi parlé donc des objets workbooks. Donc les workbooks,
Ah oui, je vais peut-être prendre un qui est préconstruit, notamment sur les security events. Hop. Je vais prendre Windows. Bon, on va le trouver. Mais tiens, ça va être l'occasion. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon connecteur, Security Events, et ici, je vais avoir des workbooks qui sont recommandés. Et donc, on voit qu'on a un certain nombre de workbooks. Et en ce qui nous concerne, il n'y en a pas d'intéressant ici. Je vais juste en montrer un en prévisualisation et ce sera très bien. Voilà, ça permet d'avoir ce genre de choses ici, donc des visualisations. Et en fait, ça, ce sont des objets Azure que l'on peut configurer en tant que tel, même à l'extérieur d'Azure Sentinel. Un autre type d'objet, ce sont donc les règles de détection et qui sont manuelles. Donc ici, on va pouvoir essayer de détecter des comportements suspects sans que ce soit automatisé. C'est vraiment pour que des SOC analystes derrière puissent jouer ces requêtes. Et un dernier type d'objet vont être les logic apps. Et donc ici, j'en ai un certain nombre. On va rapidement voir comment est-ce que ça se compose. Je vais en éditer une très rapidement. Donc voilà, c'est un ensemble de blocs comme ça. Ça permet de définir un flow. Et on voit ici que le flow est déclenché lorsqu'on a une réponse à Azure Sentinel qui est faite. Donc je vais retourner à ma présentation et je vais faire comprendre pourquoi est-ce que je parlais d'objets depuis tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, ces objets, dans le cadre de l'infrastructure as code, on va chercher à les déployer de manière automatisée. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je vais introduire le sujet d'infrastructure as code. Donc globalement, ce sujet-là peut être représenté par ce simple schéma qui consiste à prendre du texte et, d'une certaine manière, à le transformer en une infrastructure. Pourquoi, tout d'abord, est-ce qu'on aurait envie de faire ça? Bien pour plusieurs raisons. La première, ça va être la vitesse et la simplicité. Pourquoi? Parce que en lançant simplement un script, on va être capable de déployer une infrastructure complète et fonctionnelle surtout. Donc tous ces éléments-là qui vont interagir ensemble vont fonctionner dès le déploiement du script puisqu'on aura tout fait au préalable pour que ça fonctionne. Ensuite, on a une uniformité de la configuration et ça va être très intéressant du point de vue de la sécurité et de la gestion puisqu'on va pouvoir être certain que à chaque fois qu'on déploie, on aura une même base qui soit commune, qu'on déploie dans un environnement de dev, de prod, etc. On a ensuite donc par conséquent une réduction des risques de sécurité, puisque également ce qu'on va être en capacité de faire, c'est qu'on va pouvoir, avant le déploiement, analyser ce code-là pour voir si il y a des configurations qui ne sont pas souhaitables du point de vue de la sécurité, comme par exemple déployer une machine virtuelle avec une adresse IP publique alors que ce n'est pas censé être le cas. Et donc pour finir, on a aussi une économie autant en build qu'en run. En build, pourquoi? Parce que, comme je le disais, avec un simple script, on va être capable de rapidement déployer un environnement complexe et complet. Et pourquoi en run? Puisque grâce à la standardisation, on n'aura pas derrière, normalement, à repasser sur la configuration ou on va pouvoir s'affranchir en fait de certaines tâches de maintenance. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on pourrait être poussé à faire de l'infrastructure as code. Et d'autant plus dans le cadre de Azure Sentinel, qui est une solution assez dense. Donc je vais prendre un petit exemple pour illustrer l'infrastructure as code au sein d'Azure, avec l'exemple d'une machine virtuelle. Donc c'est un exemple assez simple qui va nous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc ici, en fait, j'ai un fichier texte, le fichier texte que je voyais tout à l'heure, et il permet de décrire la machine virtuelle. Donc on voit qu'on a ici le nom de la machine virtuelle. On voit que l'on a la localisation de la machine virtuelle. Ça va être important dans le cadre d'Azure Sentinel puisque Azure Sentinel va collecter des données sensibles et pour être compliant face à des standards internationaux, ça peut être intéressant eh bien, d'avoir plusieurs instances d'Azure Sentinel qui soient réparties dans différentes régions. Et donc pour finir, ce qui va surtout être intéressant dans ce fichier-là, c'est que une machine virtuelle, elle n'est pas seulement composée d'attributs simples comme ça, mais elle va être également composée
d'une carte réseau, d'une IP publique, d'un virtual network, de NSG, Network Security Groups, d'extensions comme l'agent Microsoft pour collecter les données. Et on va être également capable de pousser un script au déploiement de la machine virtuelle pour pouvoir la préconfigurer. Et donc tout ça, en fait, donc, qui représente une quantité d'informations assez dense, va pouvoir être stocké dans un fichier texte et versionné et rejoué à la demande. Et si je prends un exemple concret, ici, bon, on peut déployer en fait cette infrastructure, donc le groupe de ressources, la machine virtuelle avec toutes les caractéristiques qui en découlent, et des services ouverts sur cette machine via un script. Ça se fait environ, en fonction de la taille de la machine, en 1 à 2 minutes, à partir du moment où on a lancé le script, et sans toucher à l'interface Azure. Donc ça, c'était la première partie. Dans cette première partie, on a donc le code. On va avoir une seconde partie où on va parler de workflow. Puisque bien, ce code il existe, il va être versionné, on va quand même chercher à le pousser, et le pousser sur Azure. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait. Donc je vais prendre ici l'exemple de comment est-ce que c'est fait sur GitHub, puisque c'est sur GitHub que je me suis appuyé. Et comme je le disais tout à l'heure, moi je n'ai pas un profil DevSecOps, je n'ai pas un profil de développeur infrastructure as code, j'ai un profil sécurité, et c'est GitHub que j'ai choisi pour ce POC. Donc en fait, un workflow va être déclenché à partir d'un événement. Donc un événement ici, ça peut être un commit sur la branche main, ça peut être un push sur la branche main, ça peut être tout un tas de choses qui vont nous permettre de déclencher un workflow, donc une suite d'actions. Donc ces actions-là vont pouvoir être composées de différents jobs. Qu'est-ce qu'un job? En fait, c'est une série de tâches qui va pouvoir être lancée de manière séquentielle ou de manière parallèle. Donc dans l'exemple ici, on va d'abord faire une analyse et une correction de code, puis un build cross-platform de ce code, le déploiement sur Linux, le déploiement sur Windows pour tester une application par exemple. Donc ici c'est bien séquentiel, mais on pourrait décider de le faire de manière parallèle. Aussi à l'intérieur d'un job, on parle de runner, c'est ce que l'on voit ici. Un runner c'est quoi? C'est un environnement qui va nous permettre de lancer les actions. Donc typiquement un build cross-platform ça peut être fait sur une machine Linux. Par contre, dans mon job numéro 4, mon déploiement il va être bien fait sur une machine Windows. Donc c'est pour ça qu'on peut vouloir être amené à avoir différents environnements. Donc à l'intérieur de ces jobs, on va avoir des steps. Et donc c'est ici en fait qu'on va pouvoir définir les différentes étapes de chacun des jobs. Donc récupérer le code, analyser le code, corriger le code pour ce premier job. Puis pour le build, on va pouvoir installer des dépendances comme GCC et lancer le build. Et donc ensuite, à l'intérieur de ces actions, on a des choses un petit peu plus unitaires, qui sont des actions et que l'on retrouve ici encadrées en grise. Donc typiquement, quand je décide de récupérer mon code, en fait, je vais faire appel à une action qui fait partie d'une librairie, qui fait un checkout de mon code, et à partir de là, je vais pouvoir travailler sur mes fichiers. Donc ce système-là, c'est ce que j'ai fait sur Azure Sentinel, et c'est ce que je vais présenter juste après. Donc, concernant Sentinel as Code, il y a déjà un travail qui a été fait au préalable par Microsoft, par Javier Soriano, qui s'appelle Deploying and Managing Azure Sentinel as Code. Donc je vous invite à aller le voir, à aller voir ce travail-là, qui est assez intéressant, qui fait les choses de manière... Enfin, j'ai fait les choses du coup de manière quand même un petit peu différente, d'une part pour qu'il y ait un intérêt, et d'autre part parce que eh bien, ça me paraissait avoir plusieurs avantages, notamment via l'utilisation des différents outils qui vont nous permettre de déployer les ressources, comme par exemple l'invite de commande Azure CLI. Donc Sentinel as Code, comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Donc étape par étape. Donc une première étape, en fait, ça va être de créer un service principal, donc un compte de service, très concrètement. Et donc un compte de service sur Azure, ça va passer par bien la création dans Azure AD de ce compte de service. Donc ici, je l'ai appelé MSLab GitHub. Ce compte de service va être composé d'un client ID et d'un secret. Donc le client ID, c'est un GUID qui ressemble à ce qu'on a ici, qui est en fait un nom d'utilisateur, et un secret que bien sûr on ne voit pas.
Et on va également définir un ensemble de rôles donc qui permettront de définir des permissions sur un périmètre prédéfini, puisque bien sûr, je ne veux pas que mon compte de service soit admin global de ma plateforme. Je veux le restreindre à pouvoir gérer uniquement Azure Sentinel. Et donc, ce que j'ai fait ici, qui ne fait pas partie des meilleures pratiques de sécurité, c'est que j'ai mis mon compte de service en tant que contributeur sur le groupe de ressources qui concerne Azure Sentinel. Si j'avais voulu faire des choses un petit peu plus finement, j'aurais dû mettre Azure Sentinel contributor et Logic App contributor. Et donc bien sûr les secrets, je ne l'ai pas mentionné, mais ce compte-là va être stocké à l'intérieur de GitHub pour que GitHub soit en mesure d'aller nous faire des modifications sur Azure. Et le secret donc est bien stocké dans GitHub en tant que secret GitHub, donc qui permet de le stocker de manière sécurisée. Donc la première étape, c'est ça. Ensuite, on va devoir définir nos ressources Azure Sentinel en tant que code. Donc il va falloir trouver un moyen d'exprimer une règle de détection automatique, par exemple, en tant que code. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc j'ai mon template ici, qui est un template ARM. Et donc je vais retrouver à l'intérieur le type de ma ressource. Donc c'est bien une alert rule, le nom de ma ressource, l'API que je vais utiliser pour déployer ma ressource, etc. Et surtout, en fait, ce qui va nous intéresser, ce sont ses propriétés, avec une description, un nom, est-ce que la règle est activée ou non, la requête KQL qu'il y a derrière, la fréquence à laquelle je vais exécuter ma requête, la période, donc la période sur laquelle les données vont être analysées, etc. Je me permets de noter juste ici que la période qu'on définit ici suit la norme ISO 8601, donc qui permet de définir des périodes, en fait, un format particulier que je ne connaissais pas, donc je le mentionne au cas où. Donc ensuite, la troisième étape, une fois qu'on a défini la ressource en tant que code, ça va être de mettre ce code sur GitHub. Pourquoi? Parce que ça va permettre de centraliser le code et de le versionner par la même occasion. Le centraliser, ça va être important parce que sur des solutions de type SIEM, on ne va pas avoir une seule personne qui travaille dessus en général, on va avoir plusieurs personnes, et donc pour un travail collaboratif, on le met sur un serveur. Donc, je parle de GitHub, ça peut être un serveur on-prem également. Donc ici, j'ai décidé de créer une branche main qui va constituer l'état actuel de mon Azure Sentinel et une branche dev qui va permettre de faire certains développements et de déployer sur une infrastructure de dev. Et lorsque on aura fait assez de tests, on pourra la merger sur le main pour remettre à jour l'instance principale de Azure Sentinel. On va ensuite définir des workflows. Donc les workflows, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc ici, on va voir un petit peu plus tard ce que j'ai défini comme workflow. Et en tout cas, ce que j'ai défini permet de pousser finalement mes règles de détection sur Azure via le compte de service. Donc voilà un petit peu les étapes. Et ce que je vous propose du coup, c'est de voir comment est-ce que j'ai fait de manière plus concrète en mettant un petit peu les mains dans la machine. On va voir ça juste après. Donc je vais aller dans un premier temps sur GitHub. Je vais zoomer car ce sera peut-être plus visible. Donc voici mon GitHub. Il est public aussi. Il n'y a pas grand-chose de plus que ce que je vais présenter ici, mais si vous voulez aller y jeter un œil, c'est public. Donc qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de mon GitHub? J'ai dans le dossier Analytics des règles de détection qui sont exprimées sous forme de texte, bien sûr, comme je le montrais tout à l'heure. Donc c'est le screenshot que je montrais précédemment. On va voir ces différentes caractéristiques. C'est pareil pour la règle numéro 2. Ensuite, je vais avoir la même chose, cette fois-ci non pas avec des règles de détection, mais avec des playbooks. Et on voit que pour un playbook, eh bien, vu que c'est un flow qui est assez complexe, on va avoir quand même beaucoup de choses. Et pour finir, ce qui va nous intéresser et ce qu'on va parcourir en détail, c'est ce workflow qui s'appelle update.yaml et qui donc se construit comme ça. Donc.
Le nom de mon workflow, c'est CI pour Continuous Integration. On peut définir absolument ce que l'on veut ici. Je décide de déclencher ce workflow. Donc tout ça, je décide de le déclencher lorsque je fais un push sur ce repository. Donc à chaque fois que je fais un push, et on va le faire tout à l'heure, tous les jobs vont être déclenchés. Tous les jobs, lesquels sont-ils? Eh bien, ligne 9, on a le marqueur qui définit qu'à partir d'ici, on va lister les jobs. Et en fait, moi, les jobs, j'en ai qu'un seul. Il s'appelle Deploy to Azure. Il tourne sur la dernière version d'Ubuntu et il est composé des étapes suivantes. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre code pour pouvoir travailler sur nos fichiers. Donc, ce qui se passe derrière, c'est que, eh bien, dans l'environnement Ubuntu, on va faire un pull du code et on va pouvoir retrouver nos fichiers. Ce qu'on va ensuite faire, c'est qu'on va faire appel à une action qui s'appelle getChangeFiles et qui va nous permettre de voir qu'est-ce qui a été changé au dernier commit. Donc on va pouvoir voir les fichiers supprimés, les fichiers ajoutés et les fichiers modifiés. Et ça va être très intéressant puisque notre objectif, ça va être qu'à chaque fois qu'on modifie ou qu'on ajoute une règle, eh bien, ce soit transcrit sur Azure Sentinel. Dans cette idée-là, pour que ce soit transcrit sur Azure Sentinel, il faut bien sûr s'authentifier pendant ce flow. Donc ça se fait avec les secrets que l'on a stockés sur GitHub, donc les secrets qui sont liés au compte de service dont on a parlé précédemment. Donc l'étape d'authentification est là. Et donc on a cette étape clé ici qui s'appelle Update Modified Rules et qui ne porte pas le bon nom parce que j'aurais dû mettre Update and Add Rules, tout simplement, puisqu'on va traiter dans cette étape-là, on va pouvoir traiter les règles que l'on aura modifiées, mais également celles que l'on aura ajoutées. Donc je définis deux variables d'environnement. La première, c'est le groupe de ressources à l'intérieur duquel il y a mon instance d'Azure Sentinel. Et je définis le nom du workspace, donc en fait, le nom de mon instance de Azure Sentinel. Je dis que j'utilise Azure CLI. Et donc Azure CLI attend plusieurs paramètres. Le premier, c'est la version d'Azure CLI. Et le deuxième paramètre, c'est un script. Et donc c'est ce script qui va nous intéresser, qui va s'exécuter. Et que nous dit-il? Eh bien, il nous dit que pour tous les fichiers ajoutés ou modifiés, que l'on a récupéré au préalable grâce à cette action-là, à cette étape-là, je vais regarder s'ils appartiennent au dossier Analytics. Donc ça me permet de filtrer tous les fichiers modifiés en ne prenant en compte que mes règles de détection. Et eh bien, s'il y a des choses à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter cette action-là. Donc je vais décider de déployer mon fichier avec cette commande-là, tout simplement. Et ce qui va se passer avec les playbooks, eh bien, ça va être exactement la même chose, sauf qu'ici, plutôt que de filtrer sur le dossier Analytics, je vais filtrer sur le dossier playbooks pour m'assurer que je ne traite uniquement que les playbooks. Et ensuite, je fais appel à la même commande. Donc quelque chose d'assez simple finalement. Hop, et ça devrait être commenté. Et donc on va le faire de suite. Donc, hop. Moi ici, je suis donc sur mon répertoire GitHub. Je vais décider d'aller modifier une règle. Hop, donc ici, des choses qui seront visibles une fois déployées. On a bien la description de la règle, et on peut juste rapidement aller voir sur Azure Sentinel pour montrer que c'est bien quelque chose qui est déjà en place sur Azure Sentinel. Si je vais dans Analytics, je vais avoir ma règle number 1 et ma règle number 2, et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc ça, ce sont des règles qui sont bien déployées. Ce que je vais faire un tout petit changement. Je vais dire que c'est ma règle numéro 01. Et ici, hop, je sauvegarde. Et ici, ma règle numéro 02. Et donc ensuite, hop, je commit mes changements. Et je vais push ces changements. Et on va aller voir ce qui se passe dans GitHub. Et donc dans GitHub, on voit que
mon commit mal orthographié m'a permis de lancer un workflow. Et donc, on peut accéder aux détails de l'exécution de ce workflow. Donc, on ne va pas forcément aller voir le détail, puisque ça ne va pas nous intéresser. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est que le workflow s'exécute sans erreur. Donc, on voit bien qu'ici, on est dans l'étape de modification des règles. Et ce que l'on voit, c'est que les variables ont été transcrites en données. Et on voit bien que ma règle numéro 1 et ma règle numéro 2 ont été prises en compte pour le changement. Et donc, on va avoir ce déploiement-là qui va être fait. Donc, une fois que cette étape sera terminée, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir dans Sentinel que la modification a bien été faite. Donc, pour la première, c'est fait puisqu'on a désormais le 0 qui apparaît ici. Pour la seconde, ça ne devrait pas tarder. De toute façon, ça marche pour la première, donc on ne va pas attendre plus. Le principe est le même. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que dans mon explorateur de fichiers, et donc vous ne le verrez pas, je vais aller chercher une règle que j'ai préécrite quelque part, et je vais l'ajouter, de manière à faire la même action, mais cette fois-ci non pas en modification, mais bien en ajout d'une règle dans Azure Sentinel. Elle devrait apparaître par ici. C'est la règle numéro 3, je vérifie juste. Oui, c'est bon. Et je vais faire la même chose, donc je vais commit et push. Donc si je reviens ici, ça c'était le précédent déploiement, on voit qu'il a bien fonctionné. Et je vais juste montrer, voilà, get change files. En fait, c'est l'étape qui permet de récupérer les fichiers qui sont modifiés. Et en fait, ça nous retourne ces informations-là. On a accès à différents objets. En fait, moi j'ai décidé de choisir celui-ci, les fichiers ajoutés ou modifiés. Et donc on voit bien qu'il y avait mes deux règles. Autrement, on peut aussi accéder aux fichiers qui sont renommés, aux fichiers qui sont supprimés, aux fichiers qui sont seulement modifiés, aux fichiers qui sont seulement ajoutés, ou bien à tous les fichiers qui ont subi un changement. Donc ça va être des choses assez intéressantes pour étoffer un petit peu plus ce que j'ai mis en place. Donc on a bien notre second workflow qui a démarré pour le déploiement de la règle numéro 3. Et donc à nouveau, on repasse par ces étapes-là. Et ce que je vais faire, c'est que... donc on a bien le 0.2 qui s'est mis à jour. Et donc ce que je vais faire, c'est que dans la foulée, je vais faire la même chose pour les playbooks. Et on va voir où est-ce qu'on peut observer le changement, puisque là c'est facile. On va voir dans... on va tout simplement voir dans les règles de détection. Donc à nouveau, j'ajoute mon playbook que j'ai préconstruit à l'intérieur de mon repository. Donc, ce sera mon playbook numéro 3. On va observer les changements juste ici. Juste à vérifier ici que ma règle a été ajoutée. Ah, bon, je l'ai appelée 3 celle-ci et pas 0.3, mais elle a bien été ajoutée. Et donc on peut aller voir en quoi elle consiste. Hein. On a bien toutes les caractéristiques qui ont été setées. Hop, la logique de la règle qui est ici. On a bien tous ces paramètres qui sont entre guillemets complexes à définir, en tout cas dans l'interface. Mais étant donné que c'est du JSON à l'intérieur de mon fichier texte, eh bien ça devient très simple à gérer.
retourne rapidement ici. Je vais faire mon commit que j'appelle du playbook. Je vais faire mon push et on va voir où est-ce que ça arrive dans Azure Sentinel. On va aller le voir de suite avec ceux qui sont déjà déployés. Hop. Donc en fait, les playbooks, voilà. Les playbooks, c'est ce qui va permettre de déclencher un traitement automatique ou non. Et dans ce cas que je vais présenter, c'est un traitement qui n'est pas automatique. On va pouvoir le déclencher de manière manuelle et ensuite le flow s'exécutera de manière automatique. Mais le déclenchement initial, il est bien manuel dans mon cas. Donc ma nouvelle règle a déjà détecté quelque chose. Je vais prendre celle-là. Donc pour information, ce sont des règles qui ne sont pas forcément pertinentes du point de vue de la sécurité. C'est pas le but ici. Mais donc à partir de cette alerte, ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur View Playbooks. Et donc ici, je vais avoir accès à un ensemble de playbooks qui font partie de mon environnement. Et ici, j'ai 2 playbooks, et ce sont les playbooks de mon lab que j'avais créé au préalable. Et avec le nouveau flow, ici, qui s'est déclenché sur le push suite à l'ajout du playbook, on voit que cette étape s'est terminée plus rapidement que tout à l'heure, puisque je n'ai pas modifié de règle cette fois-ci. En revanche, la partie Update Modified Playbook va être un petit peu plus longue puisque j'ai bien mis à jour mon playbook et même pour arriver dans l'interface, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc on pourra aller voir ça tout à l'heure. Donc je vais retourner à ma présentation. Hop. Plutôt ici. Voilà. Donc pour résumer un petit peu ce que j'ai fait, ce workflow-là, c'est que à chaque push, on va déclencher le workflow. Et on a un seul job ici, donc pas de job en séquence, pas de job en parallèle, on en a un seul qui va consister à déployer sur Azure, récupérer le code, récupérer le statut des fichiers pour savoir lesquels sont changés et ajoutés, s'authentifier auprès d'Azure et mettre à jour les règles ajoutées ou modifiées dans Azure Sentinel. Donc ça se déclenche sur modification et ajout de playbook, et ça se déclenche sur modification et ajout de règles. Donc ici, c'est un use case qui est très simple. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'on est en prod dans un environnement relativement dense, des règles, on peut en avoir des centaines, voire des milliers si on a vraiment un environnement qui est très hétérogène. Et les playbooks, on peut en avoir également énormément, puisque en fonction des différents composants du système d'information, on va être amené à interagir avec beaucoup d'éléments. Et donc, interagir avec un élément, en général, ça veut dire faire un playbook dédié. Comme par exemple, décider de bloquer un utilisateur dans Azure AD, c'est possible via un playbook, et ça fera l'objet d'un seul playbook. Donc, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça un petit peu plus à l'échelle, notamment en optimisant le workflow et en ajoutant la possibilité de supprimer des ressources. Parce qu'effectivement, la suppression des ressources, si un jour je n'ai plus besoin d'une règle de détection parce que je me débarrasse, par exemple, d'un firewall Palo Alto, si j'avais des règles liées à ce firewall Palo Alto, je vais toutes les supprimer, puisque je n'en ai plus besoin. Donc dans ce cas-là, on pourrait envisager les choses autrement dans le workflow. Donc on pourrait également déclencher à chaque push, mais cette fois-ci, on pourrait avoir 3 jobs qui pourraient tourner en parallèle. Le premier job qui viserait à supprimer les ressources, le second qui viserait à ajouter de nouvelles ressources, et le troisième qui viserait à mettre à jour les ressources modifiées. Et quand je dis ressources ici, je veux parler des ressources que j'ai mentionnées précédemment, donc je parle des playbooks, je parle aussi des règles de détection automatique, des règles de détection manuelle, j'ai plus le nom, des workbooks, donc les fameux dashboards de visualisation, etc. Donc toutes les ressources qui sont liées à Azure Sentinel. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce que je ferai? Eh bien, pour la suppression, je vais quand même faire un check-out de mon code bien pour savoir qu'est-ce qui a été supprimé. Je récupère le statut du fichier pour me focaliser uniquement sur ceux qui ont été supprimés. Je récupère, petite subtilité dans le cadre de la suppression, je vais récupérer les identifiants des objets que je veux supprimer. Donc si je supprime une règle en fait elle est identifiée par un GUID, donc un identifiant unique
Sauf que mon fichier a été supprimé, et donc en fait je ne peux pas le voir par défaut, donc je vais devoir aller chercher dans le commit précédent quel était l'identifiant de la règle qui a été supprimée. Donc ça peut se faire assez simplement via Git, en allant observer les git logs pour récupérer le hash du dernier commit, enfin de l'avant-dernier commit, etc. Et donc ce que je vais faire, si je me focalise uniquement sur les règles de détection et les playbooks, ben bien c'est simplement faire le petit script qu'on a vu tout à l'heure avec l'Azure CLI, sauf que cette fois-ci, à la place de déployer, eh bien, je vais supprimer mes ressources. Pour les ressources ajoutées, eh bien, cette fois-ci, je fais quelque chose de dédié. Pour les ressources supprimées, pareil. Et en fait, on voit que dans mon script, dans mon flow tout à l'heure, si je reviens sur GitHub, dans mon flow, ces deux choses-là vont se faire de manière... l'ajout et la suppression vont ici se faire de manière séquentielle, puisque je vais itérer sur tous mes fichiers dans une seule boucle. Alors que ici, je vais pouvoir optimiser ça et le faire de manière parallèle, puisque je vais avoir quelque chose qui est dédié à l'ajout et quelque chose qui est dédié à la modification. Une autre piste d'amélioration, ça va être de déclencher, de lier un playbook à une règle de détection. Je vais rapidement montrer ça dans l'interface de Azure Sentinel. Hop, si je vais voir mes règles de détection automatique, je prends celle-ci au hasard, je l'édite et je vais dans la partie Automated Response. À l'heure actuelle ici, rien n'a été défini pour que lorsque cette règle déclenche une alerte, un traitement automatisé soit déclenché. Je peux le faire via l'interface, par exemple, en faisant ça. Et ici, si j'enregistre ma règle, si j'enregistre cette mise à jour de ma règle, dans la partie Automated Response, lorsque l'alerte est déclenchée, eh bien je lance ce playbook-là. Ça, on peut le faire de cette manière-là dans l'interface. En réalité, pour l'industrialiser au sein d'un process, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'un playbook, en fait, pour qu'il soit déclenché de manière automatique, il faut que Azure Sentinel aille requêter cette URL, donc qui est une URL non prédictible pour déclencher le playbook. Donc cette URL, en fait, on ne le connaît pas par défaut. Donc ce qu'on va faire pour le connaître, ça va être de faire la chose suivante au sein d'un workflow. Ça va pas être pour les ressources supprimées ici, ça va bien être pour lier une règle à un playbook. D'abord, je vais récupérer mon code à nouveau. Ensuite, je vais identifier le playbook via le nom du fichier, par exemple. Donc, si j'ai un playbook qui s'appelle mslab 101.json, je vais le récupérer. Je vais récupérer son identifiant sur Azure, en fait. Et à partir de là, grâce à cet identifiant sur Azure, je vais pouvoir récupérer mon objet playbook complet via Azure CLI. Ça va me permettre en fait de récupérer cette information-là, le callback URL, et une fois que j'ai cette information-là, eh bien, je vais pouvoir décider de modifier ma règle de détection pour qu'elle ait enregistré ce callback URL, et donc lorsque l'alerte liée à cette règle de détection sera déclenchée, eh bien, une requête sera faite auprès de ce callback URL, et donc ça me permet en fait de faire le lien entre ma règle de détection et le playbook, pour que le déclenchement soit fait de manière automatique. Donc c'est un scénario un petit peu plus complexe, qui nécessite d'aller un peu en profondeur, voir comment fonctionnent les ressources. Néanmoins, une fois que c'est fait, en fait, ça peut se faire assez facilement. Hop, juste avant ça, on va juste aller vérifier dans Azure Sentinel que mon playbook est bien apparu. Donc pour ça, je retourne dans mes incidents. Je prends un incident au hasard et je vais regarder les playbooks à ma disposition. Alors on va voir si ça s'est mis à jour. Si c'est un problème de mise à jour ou un problème de flow. Donc pour ça, hop, ma dernière action, c'est bien celle-ci. Elle a été exécutée de manière successful. Je vais regarder dans mon ressource groupe mslab, c'est là où a été déployé mon playbook. Mon playbook est bien ici, donc c'est un problème d'interface en fait de ne pas encore le voir dans Azure Sentinel. Mais il n'y a pas de problème, donc mon playbook existe bel et bien. Problème de mise à jour si on ne le voit pas ici. Juste rapidement refaire le test. Hop, view playbooks. J'ai tapé 3. Donc si il apparaît bien ici. Donc j'ai bien ajouté mon nouveau playbook.
Et donc un autre exemple, en fait, ça va être de comment est-ce qu'on pourrait déployer des règles de détection sur différentes instances de Azure Sentinel. Pour contextualiser un petit peu, on a plusieurs raisons d'avoir différentes instances de Azure Sentinel au sein d'un seul tenant Azure. Un premier exemple, ça va être les contraintes au niveau du stockage des données, de la géolocalisation pour le stockage des données. Donc typiquement, s'il est question de données de santé, de données personnelles, on va avoir des contraintes fortes sur la localisation des données dans Azure. Ensuite, une autre raison, ça peut être d'avoir différentes business units et de vouloir les séparer. Donc c'est pas forcément une best practice, mais c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement chez les clients, cette volonté de séparer des business units pour que chaque business unit s'occupe de ses petites affaires. Et bon, le jour où une attaque a lieu sur n'importe quel asset de l'entreprise, on se retrouve avec une absence de corrélation, donc c'est pas forcément une bonne practice. Mais enfin, ça arrive. Et donc, ce qu'on va être capable de faire, du coup, c'est d'une part d'avoir un déclenchement qui soit commun à tous les environnements. Oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais ça peut être séparer les instances de Azure Sentinel, ça peut être pour du dev et de la prod, ou de la pré-prod et de la prod. Donc on peut aussi séparer comme ça, c'est l'exemple que je donne ici. Donc on peut avoir 3 workflows. Le premier workflow va être commun à toutes les instances, qu'il s'agisse de dev, pré-prod ou prod. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir ajouter des IOC. Donc les IOC, ce sont des indicateurs of compromise. Et donc si on détecte qu'un botnet utilise une certaine adresse IP, l'adresse IP va pouvoir être ajoutée en tant qu'IOC dans les règles de détection. Et donc ça, on va vouloir le déployer partout pour avoir les règles qu'il faut, autant au niveau du dev que de la prod. Et donc ensuite, on va pouvoir avoir des choses spécifiques à déployer sur la prod. On va pouvoir avoir des choses spécifiques déployées au niveau d'une branche dev. Et donc sur GitHub, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai bien une branche qui est prod et qui va pouvoir permettre de déclencher un workflow uniquement lorsqu'on fait un push sur la branche de prod. Et on va déclencher un autre workflow lorsqu'on fera un push sur la branche de dev, et ça va nous permettre, donc dans le flow, de pousser les ressources Azure Sentinel sur une instance ou sur une autre. Et donc je le disais tout à l'heure, on va pouvoir déployer d'autres types de ressources qui sont celles-ci. Alors c'est pas forcément toujours d'autres types de ressources. Par exemple ici j'ai séparé Analytics et Automation, et en fait Automation ça consiste à paramétrer une partie des règles de détection pour faire de l'automatisation. Je l'ai mis dans une ressource à part parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique et ça va pas forcément être, au moins a priori, ça va pas forcément être là où on va avoir le plus gros apport dans Sentinel as Code. Donc tout de même, intégrer ces différentes choses dans de l'infrastructure as Code, ça demande un peu de deep dive. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple en fait des hunting queries, aujourd'hui, si vous allez voir la documentation de l'API Azure Sentinel, ou si vous allez voir la documentation de Azure CLI sur l'objet Azure Sentinel, on ne trouve pas d'informations pour pouvoir définir ce type de ressources-là en tant que code. Et donc pour cela, ce que j'ai fait, je l'ai fait aussi pour d'autres cas dont je vais parler juste après, c'est que je fais mon action dans l'interface de Azure Sentinel, j'intercepte les requêtes qui partent vers l'API Azure, et je vois en fait de quoi va être composé mon objet Hunting Rules. Et donc si je regarde un petit peu plus, je vois par exemple qu'il y a un attribut catégorie qui s'appelle Hunting Queries, qui est un attribut entre guillemets caché, dans le sens où on ne le voit pas dans l'interface. Ici, on ne le voit pas, et on ne le voit pas non plus dans la documentation. Donc c'est quelque chose d'intéressant de faire ça. Et typiquement, là où je l'ai fait, et où ce n'était pour le coup pas du tout documenté, c'est justement dans les playbooks. Et je vais présenter rapidement ça. Où est-ce que ça intervient? Ça intervient ici. Ça intervient ici, puisqu'en fait, j'ai mon déclenchement de mon playbook qui est fait sur la base de Azure Sentinel. C'est Azure Sentinel qui va lancer le playbook. Mais pour ça, en fait, il y a un objet qui est un peu caché, qui s'appelle une connexion.
et que l'on voit ici en fait. Par défaut, lorsqu'on crée une Azure Logic Apps, si on veut mettre en place ce bloc-là, on va être obligé de définir une connexion. Et donc on va pouvoir passer en fait par un compte de service ou par un compte managé ou par un compte utilisateur normal pour autoriser Sentinel à lancer le playbook. C'est à ça que sert la connexion. Et donc pour ça en fait, je suis allé trifouiller en interceptant les requêtes dans les API pour voir comment est-ce que je pouvais être capable de déployer le type de ressource connexion, puisque c'est un type de ressource à part entière en fait. Et pour le montrer très rapidement, de manière plus concrète, hop, ça. Donc ici, c'est bien le template de mon playbook. Et en fait, hop, ça va être ici. On voit bien que, donc là, hop, démarre mon playbook à proprement parler. Et en fait, on voit bien qu'ici, j'ai un paramètre qui est une connexion. Et donc, cette connexion, elle doit exister. Elle doit avoir un ID, elle doit avoir un nom. Et en fait, on la déploie juste avant, cette connexion-là. On la déploie juste avant et c'est pour ça que dès que le déploiement du playbook est fait, ça marche directement et il n'y a rien à faire de plus dans l'interface. Donc il y a ce genre de petites considérations à prendre en compte lorsque l'on fait de l'infrascode, en tout cas dans le cadre de Sentinel. Et c'est en ce sens que j'ai un apport par rapport à ce qui a été fait par Javier Soriano, donc la personne de chez Microsoft qui avait mis en place à la base le concept de Sentinel as Code, c'est que on va pouvoir faire des choses un petit peu plus poussées pour gérer vraiment toutes les ressources as code. Et veuillez m'excuser pour ces petits sons de cloche. Donc voilà tout. J'en ai terminé, juste quelques références. La documentation de l'API Azure Sentinel, même si les informations sont partielles, c'est toujours intéressant. La documentation de Azure Sentinel tout court pour bien comprendre comment ça fonctionne et quels éléments interagissent les uns avec les autres. La documentation absolument indispensable des templates ARM, puisque en fait tous mes fichiers texte sont des templates ARM. Le blog de Javier Soriano qui est bien fourni en informations, qui est assez actif puisque pas mal de personnes ont essayé de le mettre en place. Lui utilise non pas GitHub mais le Azure DevOps. Et pour finir, quelques références GitHub, le GitHub de Azure Sentinel, donc géré par Microsoft, enfin géré par Azure, et documentation des GitHub Actions, puisque je le rappelle, moi je n'ai pas un profil de DevOps, et donc j'ai mis à profit GitHub Actions que je ne connaissais pas forcément pour Azure Sentinel. Pour votre attention, et je vous demande si vous avez des questions. Merci beaucoup Clément pour cette présentation et également pour les différentes démos. Alors, il y a une question, c'est est-ce que du coup les concepts présentés fonctionneraient avec Azure DevOps à la place de GitHub? Ah bah oui, du coup oui, alors je le redis, moi je ne suis pas spécialiste de cette partie DevOps, néanmoins j'imagine que depuis Azure DevOps, on est capable de faire la même chose que sur GitHub, c'est juste sous une forme différente. Et de toute façon, ça a été fait à la base sur Azure DevOps, donc effectivement, on n'a pas de contraintes à ce niveau-là. Très bien. Il n'y a pas eu d'autres questions, donc je pense que ça a été très clair. Encore merci Clément pour cette présentation. Merci à tous.